Dis maman, t'es quoi toi? T'es pro-palestinienne ou t'es pro-israélienne? Et toi mon fils? Ah bah oui, aujourd'hui, il faut choisir son camp. Mort au tiède, très vite on est taxé de sioniste ou alors renvoyé dans le camp adverse des pro-pal. Depuis l'attentat du 7 octobre, atroce par les terroristes du Hamas et la riposte meurtrière d'Israël dans la bande de Gaza, le conflit au Moyen-Orient embrase l'Occident, ses rues, ses universités, les lieux de pouvoir, les rédactions de médias. L'antisémitisme explose, tout devient suspect. Attention à la récupération, attention à la manipulation. Il devient très difficile de ranger chaque chose dans son tiroir. Et de la parole à l'acte violent, le pas a déjà été franchi, notamment aux États-Unis, avec l'assassinat d'un garçonnet de 6 ans d'origine palestinienne. Mais au nom de quoi cette guerre est-elle la nôtre et peut-on encore rester neutre aujourd'hui? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Bienvenue à nos invités sur ce plateau ce soir. Frédéric Dabi, le grand patron du grand institut de sondage français IFOP. Vous êtes le baromètre de notre société, auteur d'enquêtes récentes dont vous allez nous parler sur l'antisémitisme en France, commandé par le CRIF, auteur aussi de La Fracture, une bible sur la jeunesse d'aujourd'hui. Qui est-elle exactement? La jeunesse, acteur cardinal, on le voit passer à l'écran, acteur cardinal justement de ce débat ce soir. La Fracture paru aux éditions des Arènes en 2021. Pierre-Olivier Vollet. Bonjour. Vous êtes une figure cathodique, comme on disait dans l'ancien temps, journaliste, ancien producteur de Mise au Point et aujourd'hui rédacteur en chef de l'actualité TV à la RTS. Lionel Alperin, vous êtes le représentant ce soir de la CICAD, l'association de lutte contre l'antisémitisme en Suisse. Vous êtes également ancien député PLR Genevois et président des Amis suisses de l'université Ben Gurion en Israël. Sylvain Thévaux, vous êtes socialiste, député au Grand Conseil genevois et ça sera tout. Parce que votre présence assume le reste. Antoine Menuisier, vous êtes journaliste aux médias en ligne Watson, ancien de l'Hebdo, ancien rédacteur en chef aussi du Bondi Blog, le fameux média des cités en Seine-Saint-Denis. Vous êtes l'auteur du livre Les Indésirés, qu'on voit passer également à l'écran, une histoire des Arabes en France, paru aux éditions Serre en 2019. Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir. Et on commence tout de suite par ce débat autour de la projection de l'horreur. Vendredi, l'association Suisse-Israël organisait le visionnement d'une partie des images des massacres du 7 octobre par le Hamas. 40 minutes qui avaient déjà été projetées à Paris, New York et Bruxelles, mais qui, là, ici, chez nous, a été boycottée par la majorité des politiques, tous partis confondus, et des médias. Alors pourquoi une telle prise d'opposition? Pierre-Olivier Vollet, vous avez envoyé vos journalistes, vous? Non, on ne s'est pas rendu à cette projection. J'avoue que je ne saisis pas tout à fait le sens de votre question quand vous parlez de boycott ou d'opposition. Pour nous, ce n'est pas du tout la question. Voilà, il y a un certain nombre de sollicitations qui arrivent chaque jour. Et puis on évalue à chaque fois, au fond, quel est l'intérêt informatif, journalistique. Les images qui ont été projetées là, malheureusement, on a l'occasion de les voir en 2 mois et de les revoir partout sur les réseaux sociaux notamment. Enfin voilà, ce sont des images qu'on connaît. Voilà, pour nous, il n'y avait pas de plus-value immédiate à assister à cet événement en tant que journaliste. Et donc voilà, tout simplement, c'est pour cette raison qu'on a fait l'impasse. Mais c'est pas une déclaration d'intention de quelque sorte que ce soit. Est-ce qu'il y a eu de pareilles, justement, prises de position ou banalisation en France, Frédéric Dabi? J'ai envie de dire pas du tout. Il y a eu différentes projections à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il y a eu beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de députés, y compris de la France insoumise, qui est le parti qui est plutôt à part par rapport aux autres formations politiques sur la caractérisation des meurtres, des attentats du 7 octobre. Donc il n'y a pas eu cette polémique-là. Il y a eu, bien sûr, compte tenu de cette opposition, parfois des logiques victimaires, des logiques émotionnelles entre les atroces attentats du 7 octobre. Je le redis, on en a parlé ensemble, mais ça a eu une onde de choc terrible en France parce que ça a eu une dimension de mimétisme. Ça a réactivé l'attentat du 13 novembre 2015, les fameux attentats du Bataclan. Le Bataclan, qu'est-ce que c'est? C'est cette rave party dans une salle fermée. La rave party à côté de la bande de Gaza où il y a eu les premiers meurtres, d'ailleurs les plus nombreux, je crois près de 300, c'est un Bataclan à ciel ouvert. Donc il y a eu une onde de choc, une émotion très forte en France qui fait qu'il n'y a pas eu ce débat sur cette
Donc tout le monde a jugé nécessaire de les voir, en tout cas. C'est 45 minutes. Alors, tout n'est pas sur les réseaux sociaux, puisque je ne pense pas que ce soit... Tout était visible. C'était quand même quelque chose qui était... les gens étaient au cœur des massacres. Et c'est vrai qu'on a une opinion publique française qui est beaucoup moins divisée que sa classe politique. On diffuse ce soir une enquête pour le CRIF, vous en parliez, le Conseil représentatif des institutions juives de France, avec le Figaro. Quand on demande aux Français, on l'avait fait quelques semaines après le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut caractériser le 7 octobre, il n'y a que là 10% des gens qui voient ça comme des actes de résistance. C'est d'abord un acte terroriste à 54% et des crimes contre l'humanité à presque 35%. Même chez les sympathisants insoumis, on est plus nombreux à dire que c'est des actes de résistance, une majorité relative voit ça comme du terrorisme. Donc pas de débat aussi fort qu'ici. Sylvain Thévault, justement, même la France insoumise est allée voir ces images. Pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous en êtes dispensé? Vous n'êtes pas le seul, la plupart de vos confrères, y compris à droite, ne s'y sont pas rendus. Oui, alors je pense que la réaction était plutôt une réaction de dégoût et une crainte de récupération. C'est une invitation arrivée par mail. Il n'y avait pas de possibilité non plus d'échanger avec l'association Suisse-Israël qui nous a adressé cette invitation. Et dans quel contexte elle prend place? Elle prend place dans un conflit extrêmement violent où actuellement Tsahal éradique, on est à 16 000... Mais vous n'avez pas voulu aller voir, voulu aller voir justement pour vous rendre compte si c'était ou pas non, parce que le contexte est tel que d'aller en ce lieu organisé par une association, voir des images, en être captif, le risque de récupération ou le risque d'être confronté à une horreur innommable dont on a connaissance, il n'y a pas besoin, comme disait M. Vollet, de s'infliger ça pour la comprendre. C'est assez clair. À nos yeux, ce que le Hamas a fait est inqualifiable, est un crime contre l'humanité. Je pense qu'on peut le dire, tuer des civils, des enfants, des femmes. Mais cela prend place dans une histoire qui se poursuit actuellement. Et c'est là où je voulais juste en dire deux mots. Plus de 16 000 civils assassinés, plus de la moitié sont des enfants, 71% si on compte les femmes, 45 000 personnes blessés, et puis 2 millions de déplacés qui sont en train, on leur a dit, passer du nord au sud, puis maintenant que vous êtes au sud, on pilonne le sud. Donc cet événement ponctuel d'aller voir ces images ne peut pas être isolé. Il ne peut pas être isolé de ce qui est en train de se passer. Et là, est-ce qu'on ne peut pas faire l'un et l'autre, par exemple? Est-ce que si le Hamas proposait à des députés d'aller voir les images de ce qui se passe dans les hôpitaux actuellement... Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Et la question est, que fait Israël actuellement? Est-ce que ce n'est pas du terrorisme? Que fait Israël actuellement sur ses civils, sur ses femmes, sur ses enfants? Vous voyez les images? Ce n'est pas du terrorisme? Alors ça, jusqu'à preuve du contraire, Israël est un État, est une démocratie. Le Hamas est au cœur de la bande de Gaza et il a bien été vu que beaucoup de caches d'armes, beaucoup d'entrepôts de munitions se trouvaient au niveau d'hôpitaux, d'écoles, etc. Il y a aussi ce problème-là qui est particulier. En France, on ne met pas un signe égal entre les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Les victimes sont tous à déplorer, mais il y a quand même l'idée, et c'est une majorité en France, ça a un petit peu baissé, mais c'est quasiment 2/3 dans l'enquête que l'on publie ce soir, que l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas est légitime pour les Français, parce que pour les Français, le Hamas, c'est Daesh. Mais à quel prix? Vous mettez une égalité justement entre les deux victimes? L'égalité que je trace, c'est dans la victime civile. Les États-Unis sont une démocratie. Quand ils passent au napalm le Vietnam, vous ne dites pas « attendez, les États-Unis, c'est une démocratie ». Vous dites « on est en train de massacrer des civils ». Quand Tsahal, au nom d'éradiquer le Hamas, est disproportionné dans sa réponse et massacre des civils, et tout le monde le dit, l'UNRWA, l'ONU, la présidente du CICR qui était hier à Gaza et qui dit « mais que fait le monde? On est dans une faillite morale ». J'ai vu des enfants amputés, des enfants errent dans les rues à chercher leurs parents. L'horreur du Hamas, ce crime terrifiant qu'on condamne, ne peut pas légitimer qu'on pousse le bouchon jusqu'à annihiler une population, comme disent certains responsables du cabinet de guerre, qui disent qu'il faut réduire la population civile de Gaza au minimum. Peut-être on pourrait envisager d'envoyer une bombe nucléaire. Peut-être ces gens sont des sauvages, des animaux, et donc on est dans une poussée génocidaire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En France et en Occident, on dit « attendez, il y a eu... je ne sais pas, enfin, c'est un peu compliqué ». Et cette caution morale donnée à Israël de pousser le bouchon pour l'instant jusqu'au maximum conduit à une faillite et nous rend, à mon sens, complices dans ce silence de ce qui est en train de se passer.
Alors je vais laisser... Oui, j'aimerais bien répondre un tout petit peu à ce que je viens d'entendre, parce que je trouve extrêmement problématique ce que vous dites, Monsieur Thévaux. Vous êtes dans la radicalité, c'est votre rôle habituel, donc c'est peut-être pas une surprise pour moi. Mais la réalité, c'est que les mots ont un poids, ils ont une signification. Les victimes, moi je suis le premier à le dire, les victimes civiles, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, se valent. Et les proches de ces victimes civiles souffrent de la même manière d'un côté ou d'un autre. C'est pas ça le sujet. Qu'on vienne dire... Non, c'est pas ça le sujet. Qu'on vienne dire qu'il faut essayer de limiter autant que possible les victimes civiles dans un conflit comme celui-là, c'est juste. Moi, j'ai pas de problème avec une explication de ce type-là. Mais quand vous êtes en train d'expliquer ce que vous faites, de mettre les choses dans la même perspective, de considérer que l'acte qui a été commis, elle-même, quand vous traitez les Israéliens de terroristes, et puis ensuite maintenant d'intention génocidaire, là, je ne peux pas vous laisser dire ce genre de choses-là. Vous êtes totalement dans la démesure. Et vous êtes dans une démesure qui pose un immense problème parce qu'il a une conséquence, c'est d'importer le conflit ici. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est qu'on a eu sur place des choses qui se sont passées le 7 octobre. Tout le monde le dit, c'était des meurtres de masse. Si vous étiez allé voir ce film que j'ai été voir, pas par plaisir, parce que ça ne me faisait pas plaisir d'aller le voir, mais parce que je voulais comprendre et savoir de quoi on était en train de parler, quand vous voyez les images de ce film que vous avez qualifié de propagande dans une autre émission sur cette antenne, quand vous voyez les images de ce film, ce sont pour la plupart des images prises par le Hamas, que le Hamas a diffusées sur les réseaux sociaux, que le Hamas a envoyées pour terroriser les populations. Et vous voyez des gens qui avaient un objectif, c'est de tuer le maximum de gens possible. Cet objectif-là est très différent de celui qui est visé par les Israéliens, quoi qu'on puisse penser. Et on peut dire que la force utilisée n'est pas la bonne, que la manière de viser la population est problématique. Je n'ai pas de problème à avoir ce débat-là, même si je pense que ce n'est pas tellement à nous de le mener ici. Mais en revanche, de venir dire que les intentions sont les mêmes et de comparer les actes, ça c'est extrêmement problématique. Il y a une immense différence dans les intentions, il y a une immense différence dans l'action. Quand Daesh a été délogé de Mossoul et de Falloujah, je ne vous ai pas entendu venir expliquer que ce que faisaient les armées occidentales qui ont effectivement bombardé les populations civiles avec plus de morts encore que ce qu'on a vu pour l'instant à Gaza. Je n'ai pas entendu dire qu'on était dans la démesure parce que c'était Daesh en face. Si on avait à l'époque discuté des bombardements des Alliés sur Dresde, je ne crois pas qu'on pouvait comparer les situations. Et je crois qu'ici, vous êtes en train de faire cette comparaison. Et comme je vous le dis, le vrai problème que je vois, le vrai problème que je vois avec cette prise de position et avec les mots que vous utilisez ici, c'est que la conséquence, c'est une importation du conflit ici. Mais monsieur Lionel Alperin, vous étiez effectivement avec Joël Fils, on peut la citer parce que ça ne lui pose pas de problème qu'on la cite. Vous étiez les deux seuls PLR à être présents. Le fait qu'il n'y ait pas eu la droite, pas la gauche non plus, mais pas la droite non plus, l'UDC, il n'y en avait quasiment pas, des partis qui pourtant sont des partis sécuritaires, même dans le cas de l'UDC, qui sont des partis plutôt justement anti-islamistes. Le fait que vous ayez été seuls et les deux de confession juive à ce visionnement de presse, est-ce que ça vous... Si je peux embrayer ? Ouais, je dis un mot là-dessus, puis je vous laisse embrayer ensuite. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont venues ou ne sont pas venues. Je ne sais pas si c'est un problème d'agenda, si c'est une volonté délibérée, et quelles sont les circonstances non, mais peut-être ou peut-être pas, et peut-être que ça pose des vraies questions. Je suis incapable de répondre à ça. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas au niveau du PLR, depuis le début de la crise, moi, ce que j'ai vu, c'est un PLR qui a, du point de vue fédéral, réagi immédiatement aux attentats pour qualifier ces attentats de terroristes, qui a pris des positions... En Suisse alémanique, mais en Suisse romande aussi. J'ai vu des prises de position qui sont venues des magistrats PLR, que ce soit de Mme Ilpold ou de Mme Fontanet. Je ne l'ai pas vu venir des autres membres du gouvernement à Genève. Et j'ai vu les prises de position qui ont été faites sur ces sujets-là, et notamment sur la lutte contre l'antisémitisme, qui émanaient au départ, là encore, d'un PLR, M. Pierre Cohn. Donc je ne dis pas que le PLR ait fait tout juste. Je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de monde à cette diffusion, parce que je pense que c'était important de voir ces choses et de se faire sa propre opinion. Mais pour vous le dire franchement, pour moi, c'est plus l'absence de certains journalistes qui me frappe que celle de politiques. Les politiques font le choix de ce qu'ils ont envie de voir et pas voir. Et moi, je n'ai pas de problème avec un politique qui me dit « j'ai pas envie de voir ces images ». Les journalistes, en revanche, sont dans leur métier. Et là, j'ai de la peine à vous comprendre quand vous dites qu'on a fait un choix. Le choix, vous ne pouvez pas le faire. Quand un journaliste qui commente cette actualité-là a la possibilité de voir un film qui a été vu par les plus grands reporters partout dans le monde, qui sont allés voir ce film, et puis que la RTS prend la décision que ce n'est pas un sujet prioritaire et qu'elle n'envoie pas des gens, là, je me pose des questions. Alors, je vais juste répondre Pierre-Olivier Vollet et ensuite Antoine Menuisier.
Non, mais voilà, vous pouvez évidemment porter le regard que vous estimez juste sur cette question-là. Moi, je pense qu'on est en train de faire de cette projection qui a été organisée, au fond, un témoignage d'intérêt, de soutien ou quelque chose comme ça. Je pense que ça, déjà, c'est quelque chose dans lequel, en tout cas, moi, je pense qu'il n'est pas juste d'entrer. Et puis encore une fois, je comprends la démarche. C'est une démarche qui mérite peut-être d'être décryptée. Voilà, on en a aussi parlé à la RTS, notamment dans l'émission Forum. Mais voilà, au fond, je crois pas qu'il y a un grand débat en Suisse, au fond, sur la question de savoir comment est-ce qu'il faut qualifier les attaques du 7 octobre. Je pense que c'est assez clair. Et je pense que non, c'est pas clair, justement. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de fracture énorme et qu'il y ait besoin encore de le prouver par une projection qu'on organise. Je ne crois pas ça. Moi, je pense au contraire que ces faits-là, quand même, globalement, ils sont admis. Encore une fois, la réalité des faits, on a pu la construire petit à petit par la suite de manière assez claire. Disons, voilà, pour moi, ce sont des choses qui aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'établissement des faits, ne sont plus à prouver. Est-ce qu'il y a un malaise dans la presse, justement ? Est-ce que vous vous sentez un journaliste engagé du fait que vous ayez assisté à cette projection ? Il y a un malaise partout en Suisse romande. Il y a un cas suisse romand par rapport au monde entier. C'est ça qui est intéressant, aussi par rapport à la Suisse alémanique, qui est beaucoup plus réactive, beaucoup plus dans l'universel que ne l'est la Suisse romande. Mais ce n'est pas nouveau, ça vaut également pour l'islamisme, ça vaut pour l'extrême droite, ça vaut pour tous ces sujets extrêmement sensibles et qu'on ne veut pas traiter. Alors pour l'antisémitisme, ça l'est aussi. Monsieur Thévaux a reconnu tout à l'heure, mais pourquoi d'ailleurs le reconnaîtrait-il pas ? Ce n'est pas une question de reconnaissance, c'est évidemment un massacre, ce qui s'est passé le 7 octobre. Et puis la diffusion à laquelle moi j'ai assisté, organisée par l'ambassade d'Israël, m'intéressait parce que c'est un fait historique. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant d'être présent lorsqu'il y a un fait historique. Qu'Israël en retire un avantage dans sa communication, c'est évident, mais ce n'est pas une raison, à mon avis, pour ne pas y assister. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que j'ai trouvé... je suis tombé presque de ma chaise, si je puis dire, lorsque j'ai pris connaissance, ou plutôt n'avoir pas pris connaissance de ce que la gauche n'a pas dit. N'a pas dit lorsque, à la suite du 7 octobre, la gauche en Suisse. Et autant il y a toute une partie de la gauche en France qui a réagi immédiatement, et il y a eu dans la gauche suisse, notamment le Parti socialiste, qui représente la gauche en Suisse, une sorte de mélenchonisation à ce moment-là. Il y a eu des tweets le 7 et le 8 octobre, hallucinant. Je pense qu'on ne voyait nulle part cela dans le monde, à part, là encore, chez quelques députés LFI, et encore quelques députés LFI. Voilà, quasiment tous les députés LFI. Et donc, aucune réaction ou minimisation totale, en occultant ce qui était évident, c'est-à-dire un massacre, avant même toute réplique israélienne dont on savait qu'elle allait venir. Je n'ai rien vu, par exemple, puisque M. Thévaux est là, je n'ai rien vu chez M. Thévaux, je n'ai rien vu également chez un élu ici qui a été réélu au Conseil des États à Berne, conseiller d'État genevois. Voilà, conseiller aux États. Pareil, le tweet qui valait position officielle du Parti socialiste suisse par M. Molina était totalement... c'est totalement hallucinant. Donc, et il a fallu appeler derrière pour qu'ils prennent acte. Donc, il n'y a pas on ne prend pas acte, on n'a pas pris acte. Et on a pris acte tardivement. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un narratif, évidemment, palestinien, mais c'était surtout le retour, pas seulement de la question israélienne, mais de la question juive dans cette affaire. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire, il y a eu ici l'éruption de la Shoah. Chez les Juifs, partout, ça a été le cas, même si ce n'est pas une Shoah qui s'est passée. Mais vos lecteurs, justement, ils réagissent comment ? Ils adhèrent justement à ce type de papier ? Il y a des gros scores, ils sont très intéressés par ce conflit ou peu ? Oui, alors je dirais ils sont moins intéressés par ce conflit que par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, par exemple.
Voilà, donc après on peut se poser les questions pourquoi, mais peut-être que l'Ukraine, parce que la Russie c'est une question. Alors j'aimerais justement faire réagir Frédéric Dabi. Justement, est-ce que parce que nous ça embrase la rue, comme je l'ai dit, les rédactions et les politiques, mais est-ce que la population est très intéressée en France ? Oui, parce que je connais moins bien la situation suisse, bien sûr, que celle qui concerne la France. Il n'y a pas eu ces débats en France sur les journalistes. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure dans mon propos introductif. Il y a eu aussi des projections des atrocités du Hamas. Les journalistes sont venus de manière massive. Il n'y a pas eu de questions. On vient pas. Les journalistes ont joué, je trouve que vous l'avez peut-être moins joué, leur rôle d'intermédiation et d'information du grand public, sans montrer les images, mais en narrant, en racontant. Libération, le grand journal de gauche, bien sûr, a fait l'humanité aussi. Un script de. Moi, ce qui me frappe aussi, si vous parlez des différentes fractures suisses romandes et suisses alémaniques, il n'y a pas eu de fracture géographique en France. Il y a pas eu. Il y a une juste un tout petit incise, Libération, qui a fait effectivement une grande description de ce film, qui ne s'empêche pas effectivement non plus de matraquer. Ça, c'était la une, la couverture hier sur Gaza. Oui, il y a eu aussi des couvertures sur Gaza, sur les morts civiles, mais la presse a joué ce rôle, et c'est un débat qui n'a pas, si je puis dire, existé. C'est vrai que la seule fracture qu'on a vue, il y a une légère fracture générationnelle, on va en parler peut-être tout à l'heure, avec des jeunes Français qui sont un peu plus en soutien à la cause palestinienne, mais une majorité relative d'entre eux disent ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est pas de la résistance, c'est des actes terroristes. La seule vraie fracture, ça a été au sein de la gauche, où très clairement, les deux gauchers réconciliables théorisés en son temps par Manuel Valls ont été visibles. D'un côté, une France insoumise qui s'est, à mes yeux ou aux yeux des Français, fait déshonorée. Dans l'enquête dont je parle, il y a 82% des Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon a été mauvais, ou on a été mécontent de ses prises de position sur le conflit, avec bien sûr des soupçons d'antisémitisme très récents et multiples. Et on va citer le tweet, la grande dernière affaire. Oui, mais c'était après cette enquête. Donc c'est pour ça que je ne parle pas de l'attaque vis-à-vis de la journaliste vis-à-vis d'Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale française, etc. Et en dehors de la France insoumise, il y a eu quelques députés LFI, François Ruffin, Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui se sont pris un peu de distance. Mais le reste de la gauche a été à l'unisson pour dire très clairement ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est un pogrom, c'est un acte terroriste, d'autres disent c'est un crime contre l'humanité, et je le répète, il y a eu une émotion en France absolument terrible qui a mis fin à une tendance que je voyais dans nos enquêtes. Vous le disiez, l'IFOP est un très ancien institut, sur une forme peut-être d'indifférence ou de rejeter chacun dans son coin, palestinien d'un côté, israélien de l'autre. Il y a eu une période où la France, l'opinion publique française était très pro-israélienne, jusqu'à regarder 6 jours, puis elle est devenue plutôt pro-palestinienne, et puis avec tous ces échecs, toutes ces tentatives de paix avortées depuis Camp David jusqu'aux accords d'il y a 30 ans, de 93 de Washington, il y avait tendance à les mettre à renvoyer palestiniens et israéliens dos à dos. Là, aujourd'hui, l'opinion publique française est plutôt pro-israélienne et très clairement vilipende, si je puis dire, les positions de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais juste répondre un mot sur l'importation du conflit dont parle M. Alperin. L'importation du conflit, à mon sens, c'est un soutien inconditionnel à la politique que mène Israël, quelle que soit cette politique, parce que, comme vous l'avez dit, c'est une démocratie. Or, c'est ça l'importation du conflit. C'est soutenir, comme disait M. Ehud Barak, ancien Premier ministre d'Israël, Israël est une villa dans la jungle, donc on est agressé. Pardon, je vous coupe juste parce que, oui, mais il y avait des manifestations, ici même, 4-5 jours après l'attentat du 7 octobre, qui étaient pro-palestiniennes. Donc l'importation, vous ne pouvez pas dire que c'est justement les soutiens d'Israël. Je dis juste que le risque d'importation, il est d'avoir un soutien inconditionnel à une politique menée par Israël et une répression, quelle qu'elle soit. Et on parle beaucoup du 7 octobre, mais vous avez rappelé la une de Libération aujourd'hui. Au moment où on parle, des enfants sont hachés menus et des civils assassinés. Et on ne peut pas ne parler que du 7 octobre, sinon on donne l'impression qu'on escamote complètement la suite de l'histoire. Et laissez-moi finir juste, monsieur. Personne ne parle que du 7 octobre. On s'y attarde. Moi, j'aimerais juste parler juste de la suite, et l'importation, elle serait de soutenir Israël, donc quoi qu'il fasse, parce que c'est une démocratie. Vous
voyez ce que je veux dire? Or, aujourd'hui, on a plus de morts à Gaza qu'il y a eu durant le bombardement d'Alep, qui a duré 4 ans. On a, un peu comme quand Poutine a attaqué la Tchétchénie en disant « je vais buter les terroristes jusque dans les chiottes », on a un gouvernement Netanyahou. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'importations sur Alep? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de manifestations quand justement Alep s'est produit, Alep et puis Idlib, etc. Mais oui, il y en a eu. Monsieur Menuisier qui fait qui compte les tweets. Désolé, oui, moi je tweete là-dessus. J'ai peut-être pas tweeté le 7 octobre, mais vous pouvez pas. Non. Vous pouvez pas analyser et cibler des gens en disant parce que ça lui il a tweeté, vous aviez tweeté pour Alep. S'il vous plaît, là on peut avoir un débat un peu plus sérieux de qui tweete quoi. Parce que ce qui va nous réunir peut-être, ce qui va nous réunir, c'est les victimes civiles. Et qu'est-ce qu'on fait pour défendre le droit humanitaire, les conventions de Genève et arrêter ce massacre? C'est ça qui est important. On peut, voilà. Et ça, moi aussi, j'aimerais bien entendre d'autres partis, M. Cassis, PLR, président de la Confédération, qui se cache comme un pleutre, qui n'appelle pas au cessez-le-feu. Et en attendant, la Suisse achète des drones Elbit testés, validés à Gaza. Donc le lien entre les pays occidentaux et la Suisse, économique, au niveau de l'armement avec Israël, sont tels que si vous mettez en doute ce soutien inconditionnel, alors là, vous dérivez vers des positions où on peut vous acculer dans des positions que M. Menuisier laissait entendre. Et c'est là où le débat est verrouillé. L'importation du conflit résonne quand on ne peut plus exprimer une position, par exemple celle de défense des droits humains et des civils aujourd'hui massacrés, sous peine d'être assigné à un rôle de soutien au mieux pro-palestinien, au pire du terroriste de Hamas, que évidemment il faut condamner. Alors pour revenir aussi à la grande complication de ce que c'est que traiter cette information dans les médias, je vous donnerai la parole, ça sera juste après la pause qu'on va faire maintenant, on se retrouve très vite. Le point de retour, Israël-Palestine, le conflit au Moyen-Orient embrase l'Occident, la difficulté aussi à traiter ça. Dans un média comme le vôtre, la RTS, justement, avec ses sensibilités à fleur de peau, comment on fait? Est-ce que le journalisme peut être neutre? Est-ce que le journaliste doit être neutre? Maintenant, évidemment, moi je comprends que ce mot de neutralité par moment puisse choquer ou disons, poser question. Personne n'est neutre face à la souffrance. Personne n'est neutre face aux atrocités. Donc ces choses-là, on les voit, l'empathie est là, et bien sûr qu'être neutre, ça ne veut pas dire être insensible. Maintenant, notre travail, nous, c'est d'essayer d'informer. On a un débat qui est intéressant, on a un débat qui est passionné. Pour que ce débat il soit possible et qu'il ait du sens, il faut quand même qu'on s'appuie sur 2 ou 3 faits sur lesquels on est tous d'accord. Voilà, bien modestement, je pense que c'est notre travail, du côté des médias, de le faire. Et oui, c'est pas simple, hein, dans toute cette histoire terrible, c'est pas simple. C'est notre métier, donc on doit quand même pouvoir y arriver. Mais c'est pas simple parce qu'il y a une sensibilité extrême. Vous avez beaucoup de pression. Donc il faut qu'on soit extrêmement juste. Je ne pense pas qu'on a des pressions. De quel camp? On n'a pas des pressions, mais il y a beaucoup de réactions. Et ça, c'est certain, et c'est assez unique. Des réactions des uns des autres, hein, très franchement. Parce qu'effectivement, on va peut-être nous reprocher tel jour de ne pas avoir assez insisté sur tel événement. Le lendemain, l'inverse. On va peut-être nous reprocher d'avoir donné la parole à telle personne tel jour. Le lendemain, l'inverse. Le choix des mots. Parfois, il est plus ou moins heureux, plus ou moins juste. Voilà, c'est très important le choix des mots. Bon, on travaille là-dessus. Mais tout ceci provoque des réactions qui sont vives, qui ne sont pas des réactions désordonnées. Ce n'est pas des réactions de personnes qui seraient des quérulents. Non, en général, c'est des réactions qui sont extrêmement bien argumentées, extrêmement bien construites. On comprend très bien d'où elles viennent. Et puis après, il faut de ça savoir reconnaître quand effectivement il y a quelque chose qui n'était pas au mieux de ce qu'il aurait dû être. Et puis il faut aussi savoir garder la tête froide par ailleurs. Et puis continuer à essayer de faire ce travail qui est, encore une fois, d'établir des faits, de raconter au jour le jour de ce qui se passe, pour que ce type de débat puisse avoir lieu sereinement et qu'il soit basé sur des informations fiables. Alors, on n'est pas les seuls. Toute la communauté des journalistes, je crois, doit se donner cette mission. Mais voilà, c'est un travail qui est effectivement pas simple, mais encore une fois, c'est notre métier et on doit y arriver. Nous, on a une difficulté particulière, c'est qu'on n'a pas accès à la bande de Gaza directement. Moi, je ne peux pas envoyer une équipe dans la bande de Gaza. Je peux envoyer une équipe en Israël. On a envoyé plusieurs équipes. Vous avez des correspondants aussi? Alors, on a un correspondant aussi en Israël qui travaille aussi avec son équipe, mais on a également envoyé des équipes supplémentaires parce que c'était quand même très important d'aller voir, de rencontrer, d'entendre ces témoignages, de se rendre sur les lieux. Pour nous-mêmes, disons, apporter notre compréhension, notre perception, encore une fois, des faits.
Dans la bande de Gaza, on ne peut pas le faire. On déploie beaucoup d'efforts pour travailler avec des gens sur place, avec qui sont des journalistes, avec qui on a un contrat de confiance, etc. Voilà, malgré tout, pour moi, c'est une limite et on doit composer avec cette limite. Et ça, c'est une difficulté, je dirais, très pratique qu'on a, quoi. Je dirais que dans mon travail, je m'intéresse plus particulièrement aux retombées ici, puisque évidemment, on n'est pas là-bas. Par ça, notre groupe auquel est rattaché Watson, CH Media, il y a un débat dans votre rédaction. Présent. Non, il n'y a pas vraiment de débat. C'est-à-dire, moi, évidemment, je m'intéresse ici aux répercussions du conflit, sachant que le conflit israélo-palestinien, on ne l'a pas importé, qu'il est présent depuis l'origine. Il est présent depuis le congrès de Bâle, il est présent depuis la déclaration Balfour, il est présent depuis 1947, 48, etc. Il est présent avec le général de Gaulle qui dit « peuple sûr de lui et dominateur ». Il est présent avec l'immigration que je connais très bien, l'immigration et la descendance de l'immigration maghrébine en France, qui a vu, je parle globalement, hein, ce n'est pas tout le monde, hein, alors il y a de l'antisémitisme évidemment dans cette partie de la population, mais contrairement aussi à ce que certains pourraient penser côté pro-israélien, ceux avec qui je parle ne sont pas antisémites, c'est-à-dire des Français d'origine maghrébine. Mais j'aimerais juste terminer là-dessus. Et donc, beaucoup voient un prolongement de la guerre d'Algérie c'est-à-dire pas une ressucée, mais un prolongement de la guerre d'Algérie là-bas. Alors justement, Frédéric Dabi, l'antisémitisme dans vos sondages... Sachant que le Hamas, si je peux juste terminer, Laetitia, c'est juste que le Hamas, par exemple, tient le rôle du FLN. Et l'autorité palestinienne, ça serait... voilà, exactement, c'est ça. Et c'est comme ça que c'est... Alors, la cause de l'antisémitisme déterminée pour les Français, enfin, que vous avez sondé, c'est justement essentiellement aujourd'hui ce conflit ce que vous dites, israélo-palestinien. C'est très intéressant. Il ne faut pas faire d'amalgame. Quand on interroge, et l'IFOP fait des enquêtes historiques avec la Fondation pour l'innovation fait politique, où on teste la prévalence de préjugés antisémites, on voit que ces préjugés sont beaucoup plus fortement partagés par les Français de culture ou de confession musulmane, mais ce n'est pas une majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, on considère un juif comme un Israélien? Est-ce qu'on met une égalité? En France, une partie... Un Français de confession juive ou un Suisse de confession juive? C'est une perception minoritaire, mais quand on regarde la surreprésentation de l'intensité de préjugés antisémites, il y a quelques groupes où cette surreprésentation est plus forte. Les Français de confession musulmane, les sympathisants RN, même si c'est en forte baisse, et les sympathisants de la France insoumise. Par contre, et je retourne votre question, la question est moins est-ce que si vous êtes juif, vous êtes peut-être israélien, que dans l'opinion publique, et je pense que ce qui s'est passé le 7 octobre, qui, je le répète, a été un choc en France par cette dimension de mimétisme dans le sondage IFOP-CRIF, on a 65% des Français qui considèrent qu'un attentat type 7 octobre pourrait se produire un jour en France. Vous voyez l'intensité du traumatisme. Par contre, en France maintenant, il y a une majorité très forte de Français qui considèrent que l'antisionisme, non pas critiquer la politique d'Israël, mais nier l'existence d'Israël est une forme d'antisémitisme. Et dans ce cadre-là, ce qui s'est passé le 7 octobre n'a fait qu'accélérer les choses. Et dans cette même enquête, on a quasiment 3/4 des Français qui considèrent que l'antisémitisme, bien sûr, c'est une menace pour les Français de confession juive, mais ça concerne l'ensemble de la société. C'est partagé dans toutes les familles politiques, dans toutes les catégories de population, sauf, une fois de plus, chez les sympathisants de la France insoumise, qui sont très isolés, en bien ou en mal, c'est pas moi de le dire, par rapport à l'ensemble des Français. Lionel Alperin, vous sentez un devoir, justement, de confession juive, vous sentez un devoir de soutenir Israël de façon inconditionnelle ou de monter au créneau pour... Non, je ne me sens pas un devoir de soutenir Israël. Et j'ai un peu envie de dire que le simple fait qu'on me pose, au fond, la question de savoir si, parce que je suis juif, mes propos doivent être, au fond, considérés avec distance sur la question du conflit israélo-palestinien. On essentialise. On m'essentialise, exactement. On me pose un problème. Quand on m'interroge sur des questions, sur la fiscalité, sur les droits de l'homme, sur tout un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'exprimer à Genève
Genève, dans différents grémiums, on ne se pose pas la question de ma crédibilité. On peut me dire qu'on est d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, mais on ne se pose pas la question de qui je suis quand je tiens ces propos. Quand on parle de ce sujet, et c'est propre aux Juifs, parce que je ne crois pas qu'on pose la même question aux personnes d'autres confessions, on essentialise la chose et on se pose la question de savoir si le Juif qui s'exprime sur ce sujet doit, par mimétisme, être en soutien total d'Israël. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas le cas de la plupart des Juifs. Ici, il y en a qui soutiennent probablement le gouvernement en place, d'autres qui ne le soutiennent pas, ce n'est pas la question. Ici, pour moi, le vrai débat, le débat local, c'est le débat de savoir comment, localement, et là je parle pour les politiques notamment, et la responsabilité des politiques, c'est le débat de savoir comment est-ce qu'on se positionne face à une résurgence de l'antisémitisme qui est inédite dans l'histoire récente de la Suisse. Et inédite en France aussi d'ailleurs, probablement, mais en tout cas en Suisse, c'est une évidence. On n'a jamais vu autant d'actes antisémites que ce qui se passe en ce moment, en tout cas pas dans les décennies passées. Il y a une violence de cet antisémitisme qui est présent partout dans la rue. Il y a des slogans antisémites à peu près à tous les coins de rue, et la ville fait un travail immense pour effacer ces choses le plus rapidement possible, mais la réalité, c'est qu'on les voit et qu'on tombe dessus à peu près à tous les coins de rue. C'est la première fois de ma vie que j'entends des Juifs qui, en Suisse, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent cacher leur confession, qui enlèvent les mezuzahs qui se trouvent devant leur porte pour pas qu'on identifie que ce sont des Juifs qui habitent là, qui, pour ceux qui sont religieux, enlèvent leur kippa dans la rue parce qu'ils ont peur de se faire agresser pour ça. C'est en train de se passer en ce moment en Suisse. Et je trouve que de ce point de vue-là, s'il y a eu une réaction politique, notamment au niveau du Grand Conseil, avec un postulat qui a été voté pour lutter contre l'antisémitisme, je trouve qu'on est quand même extrêmement silencieux. Il y a un débat énorme là-dessus, et je pense que c'est jouer avec le feu que de venir systématiquement en rajouter une couche, parce que malheureusement, il y a un amalgame qui se fait. C'est pas... Quel est le lien entre ce qui se passe là-bas, qu'on considère que les Israéliens sont en tort ou pas en tort vis-à-vis de Gaza, et la résurgence de l'antisémitisme ici, alors que ce ne sont pas des gens qui sont visés, ne sont pas des Israéliens, mais des Juifs suisses, locaux, ancrés ici, qui n'ont pas participé à ce conflit et qui n'y participent pas, mais qui se retrouvent visés par un certain nombre de groupes de population. Alors justement, on va interroger l'homme de gauche. Et c'est une responsabilité. L'homme de gauche, ça ne vous choque pas, justement, cette montée de l'antisémitisme et de tenir pour responsables les Juifs de la politique israélienne aujourd'hui, en France, en Suisse? Ça me choque, ça m'écoeure. C'est une question politique, c'est une question géopolitique, même avec l'État d'Israël, qui est un État colonial, il faut le dire, qui, moi je ne remets pas en cause l'existence de l'État d'Israël, mais quand il va au-delà de frontières internationalement reconnues, quand il soumet les Palestiniens à ce qu'on peut appeler un apartheid, en les mettant, pour ceux qui sont allés à Hébron, à Ramallah ou à Naplouse, dans des lieux avec des checkpoints extrêmement contrôlés, ça, il faut quand même le dire. Maintenant, le lien qui est fait avec le judaïsme, je ne le prends pas en compte. C'est comme quand il y a un attentat au Bataclan, puis on tend le micro à des musulmans à Genève en leur disant hey, « Est-ce que vous condamnez ?» Donc je suis d'accord avec M. Alperin. Non, à cet essentialiste, ça n'a rien à voir. Vous pouvez être juif et pro-palestinien, j'en connais, il y en a beaucoup, évidemment. Donc cette adhésion, elle est mortifère. Sur la montée de l'antisémitisme, évidemment, mais ça montre que c'est lié. Quand les gens sont devant ces images, quand ils voient des bébés massacrés, dans la tête et le cerveau de certains, ça fait des réactions étranges. Maintenant, quand il y a les attentats au Bataclan, vous aviez des femmes aussi qui se font arracher le voile à Genève, qui se font insulter, qui se font mépriser. Donc l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme, c'est la même chien-dent, la même gangrène, et il faut lutter contre ces trois éléments. Maintenant, M. Alperin et notamment la SCAD disent attention, l'antisémitisme est un cas à part. Il y a une résurgence singulière et il ne faut pas prendre en compte l'islamophobie et le racisme. Quand le postulat dont vous parlez, on a essayé de l'amender. Et là, les gens disaient non, non, c'est l'antisémitisme. Laisse-moi finir. C'est l'antisémitisme d'abord, on ne veut pas l'amender. L'islamophobie et le racisme, c'est autre chose. Et je pense que cette singularisation, dire c'est juste de l'antisémitisme actuellement, ça crée aussi des sources de tension. Est-ce qu'ici, il y a eu des cas d'islamophobie? Parce qu'aux États-Unis, je l'ai cité, hein, il y a eu encore une autre attaque d'ailleurs contre des Palestiniens. Mais ici, contre les Arabes, les Bougnouls. Franchement, c'est en Suisse, à Genève, quotidiennement, si vous parlez avec des personnes musulmanes ou des femmes voilées. C'est répertorié au niveau fédéral, au niveau cantonal. Maintenant, la différence, c'est que la CICAD a fait un travail extraordinaire
pour identifier les cas d'antisémitisme, à des gens qui sont employés pour ça, surveillent les réseaux, et heureusement qu'ils sont là, et merci à la CICAD de le faire, et vous n'avez pas l'équivalent pour d'autres formes de discrimination. Donc évidemment, l'antisémitisme est massivement dénoncé, et tant mieux, mais il ne doit pas occulter le fait que islamophobie et racisme sont à un niveau peut-être plus haut que jamais, le racisme anti-noir à Genève, est-ce que ça va se perdre, islamophobie et antisémitisme? Moi, je suis je le dis très franchement, surpris de vous entendre tous parler de ce terme d'islamophobie. Je vous renvoie à ce qu'a écrit Charb, le patron de Charlie Hebdo, lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie. Parler d'islamophobie rend les choses tout à fait confuses. Il faut parler de haine. C'est quand quelqu'un met une côtelette de porc devant la grande mosquée. C'est de l'islamophobie. Quand on dit mort, il y a eu d'ailleurs en France, il y a eu des graffitis sur. Vous êtes musulmane, vous sortez avec un voile, vous faites tirer le voile. De vous répondre et de dire pourquoi ce terme en France, pour une majorité de Français, gêne. L'islamophobie peut, créer une sorte, moi nous parlons plutôt en France de haine anti-musulmane, qui est bien sûr réelle. Il y a des cas, vous avez donné quelques exemples, mais d'islamophobie, ça peut, prêter le flanc à la remise en cause d'une tradition qui fait partie de l'ADN de la France, sur le fait qu'on a le droit en France de se moquer des religions, on a le droit en France de remettre en cause des dogmes et des principes religieux, on n'a pas le droit de discriminer et de montrer de la haine vis-à-vis des populations. Et c'est dans ce cadre-là, en France, toutes les personnes traitées d'islamophobes, et les insoumis, Jean-Luc Mélenchon traite beaucoup des intellectuels, des personnes d'islamophobes, sont des personnes qui ont des cibles dans le dos et qui sont très souvent mises sous protection policière. Donc je tiens à dire que l'islamophobie est un terme extrêmement gênant, et c'est ça qui a conduit à ce qui s'est passé le 6 janvier 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Vous parlez à juste titre du 13 novembre, mais tout a commencé, si je puis dire, déjà en 2012, avec Mohamed Merah, qui disait qu'il avait tué des enfants juifs parce que des enfants palestiniens se faisaient tuer dans les territoires occupés. Donc c'est cette continuité qui est absolument mortifère. Et le 6 janvier 2015 avec Charlie Hebdo. Juste une chose, il y a eu beaucoup d'actes pro-palestinienne. Oui, il y a eu beaucoup d'actes terroristes qui ont été commis par justement des terroristes islamistes au nom du combat contre l'islamophobie, et ils ont repris ce terme-là. Donc le terme racisme anti-musulman est peut-être plus approprié, parce que l'islamophobie, ça recouvre tellement de choses. En un mot, c'est un terme qui apparaît au début du XXe siècle dans la bouche d'anthropologues français qui travaillent sur l'islam au Maghreb, et ils comprennent qu'il y aura peut-être un problème avec l'islam. Et c'est là que le terme islamophobie arrive. Ensuite, il est totalement mis entre parenthèses. Il ressort avec l'ayatollah Khomeini en 79 pour justement empêcher la critique de sa révolution au nom. Mais quand on met mort au bougnoul sur des mosquées... Si je peux me permettre d'intervenir là-dessus, parce que j'aimerais notamment répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. De nouveau, on est en train de mettre tout sur le même plan et puis de considérer que tout ce qui se passe est la même chose. On est en train de nous dire, mais il y a le même genre, ils sont simplement moins bien organisés, mais en gros, il y a le même genre d'actes qui se passent tous les jours face à des musulmans qu'il y en a face à des juifs. Mais quand on reçoit des communiqués du Conseil d'État ou autre, on reçoit effectivement avec attention à l'antisémitisme et à l'islamophobie. Moi, ça va de pair, c'est associé en tout cas dans les communications. C'est associé dans le débat actuel, et ça me pose un problème, cette association, parce que la réalité n'est pas celle-là. Quand vous vous baladez dans les rues, il suffit de regarder. Quand vous vous baladez dans les rues, vous n'avez pas le même nombre d'actes qui se passent en ce moment. Je ne vous parle pas des temps normaux, je vous parle de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Il y a aujourd'hui une poussée d'antisémitisme comme on n'en a jamais connue, et elle n'a pas d'équivalent sur les actes contre les musulmans ou sur d'autres types de racisme en ce moment. Aujourd'hui, ce qui pose un immense problème, c'est l'agression qui est faite contre la population juive. Et parce qu'en partie, cette agression, elle vient de milieux qui sont soit très à gauche et marqués comme tels, soit qui sont effectivement des personnes issues de l'immigration, alors tout à coup, il faut absolument, systématiquement, mettre les deux termes en parallèle. C'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas la réalité, c'est pas objectif par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et en réalité, ça contribue à amplifier ce débat. Parce qu'en mettant tout ça comme un amalgame et en ne faisant pas attention et en ne disant pas attention, ce qui est en train de se passer
passe aujourd'hui, c'est une dérive supplémentaire. Ce qui ne veut pas dire que le reste n'est pas des dérives aussi. Je suis le premier, vous savez, je lutte depuis de très nombreuses années dans les associations de lutte contre le racisme de différents types. Et donc la lutte contre le racisme, je me connais bien. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais on ne peut pas aujourd'hui faire semblant que tout est la même chose et qu'il n'y a rien qui se passe en ce moment et qu'en fait, il n'y a que les juifs qui se défendent. Ça, c'est ce que j'entends dans vos discours. Alors, j'aimerais juste vous faire... Parce que est-ce que la jeunesse, c'est vrai qu'on a beaucoup vu dans la rue, on l'a beaucoup vu dans les universités, est-ce qu'elle a une sensibilité, toute religion confondue, est-ce qu'elle a une sensibilité particulière pour le combat pro-palestinien? On regarde cette séquence et je vous donne la parole juste après. C'est des séquences qui ont été tournées à New York et Washington. On voit donc... Ouais, on écoute. I'm here as a Jew to say that we urgently call on all people of conscience. We call on the White House, we call on Congress to do everything to end the genocide that is currently unfolding in Gaza right now. And we are here as Jews because we carry the history of our ancestors. It is an atrocity what is happening, and we refuse to let our grief be used as a weapon. The way out is not more death. The way to heal from grief is not more grief. Frédéric Dabi, est-ce que toute cette jeunesse, aujourd'hui, on peut dire qu'elle soit aux États-Unis, en France ou en Suisse, pro-palestinienne, plutôt? C'est pas évident de tirer des extrapolations sur des manifestations. La jeunesse, je l'ai montré dans mon livre, n'est pas un bloc monolithique, loin de là. Quand je regarde les enquêtes auprès de l'ensemble des Français, on a une jeunesse qui considère que ce qui s'est passé le 7 octobre est majoritairement du terrorisme, qui est plutôt en soutien à Israël, moins que la moyenne, mais en soutien, plus pour les Palestiniens. Mais c'est vrai que dans certaines poches, notamment dans le milieu universitaire, il y a eu une enquête de l'IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France il y a quelques semaines, avant le 7 octobre, où il y avait des étudiants juifs qui avaient le sentiment d'être en danger dans les universités, où effectivement la figure de l'opprimé, l'idée que la société est une société inégalitaire, discriminante, qui est par exemple un racisme systémique, tout ça se cristallise sur la figure de l'immigré, du français de confession musulmane et depuis le 7 octobre sur le palestinien. Mais globalement, la jeunesse n'est pas en sécession ou en fracture. Elle est peut-être un peu plus que la moyenne des Français à être sur une logique d'être pro-palestinien, même s'il y a quelques poches, si je puis dire. Il y a des segments spécifiques de la jeunesse, les étudiants notamment des grandes écoles. Il s'est passé à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris, une manifestation très nombreuse d'étudiants pro-palestiniens. Mais le fait majeur pour moi, c'est quand même une jeunesse extrêmement diverse qu'il est difficile de réifier globalement sur le conflit israélo-palestinien. Ce qu'il faut dire, c'est que les Juifs sont assurément minoritaires, que ce soit en Suisse ou en France, par rapport aujourd'hui aux populations de confession musulmane. Voilà. Il y a des choses toutes fraîches par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, puisque hier, 3 présidentes d'universités, de grandes universités, celles de Pennsylvanie, le MIT et de Harvard, sont auditionnées par le Congrès américain en raison des menées antisémites dans leur campus, et doivent donc répondre aux questions à ce sujet-là. Et notamment, il y a une professeure d'une de ces universités qui témoignait sur une autre chaîne américaine qu'elle avait quitté le groupe auquel elle appartenait parce qu'elle avait entendu que les jeunes de cette rave party qui avait été assassiné à plus de 200 le 7 octobre, l'avaient mérité parce qu'ils habitaient un territoire conquis. Donc voilà, ce type d'argument est donné en ce moment. Mais aux États-Unis, ça prend des proportions. Je crois que nous n'avons pas, fort heureusement,
ici. Attendez, alors je vais juste faire réagir Pierre-Olivier Vollet. C'est vrai qu'en Suisse, malgré tout, les ONG aujourd'hui, l'ONU, tout le monde appelle à l'engagement, voire s'engage eux-mêmes. On a vu effectivement au niveau du Conseil fédéral, on a vu l'affaire Jean-Daniel Ruche, qui était un secrétaire d'État qui avait été, Viola Amert, notre conseillère fédérale, a refusé sa candidature pour amasophilie, on ne sait pas trop, enfin ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui, ça aux commentateurs alors que je m'adresse, est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que la Suisse est quand même mise sous pression et neutre, elle ne pourra pas rester longtemps dans ce conflit-là justement? Bon, concernant l'histoire de M. Roux, je n'ai pas enquêté sur cette histoire-là, mais bon, je crois qu'après, il y a d'autres histoires qui sont sorties. Histoire de femmes, oui. On était plutôt sur d'autres éléments qui pouvaient expliquer pourquoi la candidature a été finalement écartée. La Suisse, de toute façon, aujourd'hui, ne peut plus avoir l'attitude qu'elle a eue pendant des années. On l'a vu, évidemment, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Suisse a été immédiatement mise sous pression. La Suisse a dû s'aligner avec l'Union européenne en matière de sanctions, de condamnations, etc. Et dans une situation comme celle-ci, la Suisse, on voit le rôle qu'elle essaie de tenir. C'est toujours ce même discours qui est de dire, voilà, nous, notre rôle, c'est peut-être éventuellement d'offrir une plateforme de discussion. Pour ce faire, nous devons être très prudents dans ce que nous disons ou pas publiquement, etc. Moi, je pense que ça devient extrêmement difficile à tenir, en tout cas. C'est ce qui ressort des différentes réactions qu'on entend aussi autour de cette table. Et on voit bien que la Suisse doit se réinventer par rapport à ça. Quel chemin elle va trouver, ça je pense que c'est toute la question. Ça va être passionnant. On vient d'élire un nouveau Parlement. C'est des questions qu'il a sur la table. Mais c'est certain que la Suisse, là, probablement, est à la croisée des chemins de ce point de vue-là. De choisir son camp, malheureusement, doit conclure. Donc un mot, de choisir son camp. Je trouve très courageux cette position justement de juifs qui disent « pas en notre nom ». C'est pas parce qu'on est juif qu'on soutient Israël. Et de la même manière, en Suisse, je pense que les citoyens doivent dire pas en notre nom, parce qu'il s'agit de civils, de gens assassinés. Et puis juste sur la liberté de la presse. Alors ça sera le mot de la fin, pas en notre nom, mais quoi Juste 60 journalistes tués. L'information est unilatérale. Monsieur Vollet l'a dit. On a des informateurs en Israël, on reçoit les infos. Mais que se passe-t-il à Gaza? Dans Gaza, quelques informations. Non, je n'ai pas dit qu'elle était unilatérale. Mais ça reste. Non, je n'ai pas dit qu'elle est unilatérale. Et là, je pense qu'il faut aussi questionner ce traitement de l'information. Et si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Tout dernier mot, parce que là, on doit rendre l'antenne. Donc un mot. Dans l'information, on peut accorder tout à fait la place qui mérite à toutes les victimes. Il n'y a pas une victime qui vaut plus que l'autre. Et puis, de la même manière qu'on pouvait s'intéresser à la projection du film israélien sur le massacre du 7 octobre, on peut s'intéresser, j'ai fait un reportage ce matin pour Watson, à l'exposition qui a lieu en ce moment à l'Université de Genève sur la Palestine et sur la guerre à Gaza, qui est organisée par trois associations. C'est l'agenda de la semaine. 3 associations. Voilà. Alors, Lionel Alperin, de nouveau, je suis obligé de réagir. Rapidement, parce que là, vraiment... On entend des choses qui me heurtent profondément. Je viens d'entendre un appel, au fond, à la population juive locale. C'est comme ça que je comprends ce que vous venez de dire, M. Thévault, à venir se distinguer des autres. Parce que vous réagissez beaucoup, mais vous travestissez chaque fois mes propos. Non, je ne travestis pas beaucoup. Je ne vais pas parler non plus des On doit conclure maintenant. Alors, encore un mot. Monsieur Thévault, laissez Lionel Alperin parler. Je comprends que M. Thévault ait de la peine à accéder. On doit finir. Non, parce que chaque fois, vous reformulez différemment. Je ne formule pas différemment. Je pense que tout le monde a entendu Écoutez-moi peut-être plus attentivement. Mais malheureusement, les propos que vous venez de tenir, c'est exactement cela, et c'est ceux qui font que justement il y a une importation du conflit ici, et c'est ceux qui font que malheureusement inconditionnellement un État, en gros, le juif qui mérite d'être défendu en Suisse est celui, selon vous, celui qui se sera distingué de l'État d'Israël. Personne de confession juive qui dit j'ose pas parler. Je ne peux pas dire autre chose que je soutiens Israël, parce que quand on est attaqué, on se défend. C'est ridicule, et c'est pas comme ça malheureusement qu'on devrait faire de la politique ici, et c'est triste de voir des politiciens genevois qui contribue à la montée de l'antisémitisme local. C'est exactement une accusation, vous voyez, très lourde. Je le fais, et je pense que vous y contribuez. Et je pense que vous y contribuez, malheureusement. Et de quelle manière ? De quelle manière, par exemple, quand vous faites une émission dont le titre est Israël assassin pour l'interrogation, effectivement, vous êtes en train d'importer le conflit ici. Vous êtes en train de faire un État massacre 15 000 civils, ça fait de moi un antisémite parce que je pose la question. Non, je n'ai pas dit que vous étiez antisémite. J'ai dit que vous contribuez à l'augmentation de l'antisémitisme local par les propos que vous tenez, parce qu'effectivement, ça renforce les conflits. Alors, on doit conclure là, vraiment, on est hors du cadre. Frédéric Dabi, un mot, et puis après...
On conclut. C'est intéressant de voir qu'en Suisse, il y a aussi beaucoup d'intensité comme en France. Oui, tout à fait. En tout cas, on a une opinion publique française, c'est un message ce soir, qui est beaucoup plus homogène et unanime que l'ensemble de sa classe politique, même si du côté des politiques, il y a également un vrai consensus, malgré tout, qui bénéficie même à Emmanuel Macron, qui, dans l'enquête pour le CRIF, entre parenthèses, son président avait critiqué fortement à 2 reprises le gouvernement israélien, Emmanuel Macron bénéficié dans les enquêtes de popularité de son attitude sur le conflit. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Ce seront les mots de conclusion, parce qu'il y en avait plusieurs sur ce point aujourd'hui. La guerre Israël-Palestine est chez nous. Heureusement, dans le discours, quand même, aujourd'hui, n'oublions pas la vraie guerre, en effet, avec les vrais morts, les vrais mutilés et traumatisés à Gaza et en Israël, les 140 otages aussi israéliens, dont plusieurs enfants qui sont toujours retenus prisonniers, les milliers de Palestiniens, parmi lesquels énormément d'enfants qui meurent en ce moment même. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, nous, pour un nouveau point, en compagnie du politique, philosophe et écrivain français Gaspard Koenig. Bonne soirée et belle semaine à tous, à toutes et tous.